Avançons, quelle est donc ta 4e stat du jour à nous présenter pour les New York Knicks 2024 ? Justement, il y en a un, il y a quelqu'un dont on n'a pas encore trop parlé. Donc ma stat c'est 7ème. Et donc c'est le 7ème Jalen Brunson. Ah Ouais. non, je vais pas faire celle-là, je vais 5. Ouais. 5,86. C'est la moyenne de temps en secondes où Jalen Brunson a la balle à chaque nouvelle touche de balle. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est même le premier en NBA. Alors, Ah ouais ? c'est le premier en NBA, ouais, il y a juste devant Trae Young, enfin pour donner un peu une idée, hein, il est à 5,86, il est premier. Derrière, il y a Trae Young, Ja Morant, Gilgeous Alexander, Damian Lillard. Si on prend un autre indicateur qui est le temps de possession, donc littéralement le nombre de secondes par possession où un joueur a la balle en main, Donc pas le temps par touche de balle, tu veux dire, mais le temps global cumulé, on va dire. donc c'est ça. Et donc il est premier aux 2. Il est premier aux 2, avec Ouais. Luka Doncic deuxième. Si on prend le nombre de dribbles par touche de balle, Ouais. il est premier. Ouais. Il est premier avec SGA derrière, et puis Trae Young, Ja Morant, bref. On commence à comprendre un petit peu le principe. Il y a juste une anomalie statistique. On a Javonte Smart, tu sais, un backup de backup aux Sixers, qui a, alors il faudra m'expliquer, qui a en moyenne par touche de balle 24,84 secondes. Ce qui n'est pas possible en fait. Puisque le maximum qu'on peut avoir c'est 24. FD, c'est pour ça que toute recherche stat commence par un filtre de match de minimum 40 matchs. Ouais, mais là c'était tellement évident qu'il n'y avait pas besoin. C'est vrai. Mais voilà, donc il y a eu un petit bug. Donc il a fait une Will Chamberlain de la possession de balle en fait. C'est ça. Chamberlain Ouais, qui en c'est 62 ça, c'est joue ça. 48 minutes et demie par match parce qu'il jouait tout et même les prolongations. Mais ouais, effectivement. Non, alors je place la mienne avant que tu développes comme ça parce que c'est Vas-y. un peu la même et on est dans le même thème et on pourra parler de lui plus globalement. Moi j'avais 4 parce que c'est le 4e plus gros usage de NBA. Et donc pour continuer un peu t'as cité le temps de possession, moi je cite l'usage. En fait on est totalement dans une héliocentrisation de Brunson qui encore il y a quelques temps était un créateur normal, qui a émergé en créateur normal et qui se mue de plus en plus vers ce qu'on appelle les joueurs héliocentriques, c'est-à-dire autour de qui tout va tourner et qui a un énorme volume. Donc il est 4e actuellement en usage, en volume de responsabilité, derrière les classiques, je crois que j'ai pas noté mais c'est SGA, Doncic et Trae de mémoire. Mais voilà, je te laisse poursuivre sur ce nouveau joueur héliocentrique qu'on n'a pas vu venir. Non, bah c'est clair qu'on n'a pas vu venir. Tu disais créateur, on peut même dire deuxième créateur quand il était encore à Dallas. Oui. Enfin, il a commencé d'ailleurs créateur de banc, puis ensuite deuxième créateur à côté de Doncic, puis premier créateur quand Doncic était blessé. Ouais. Donc toute la question quand il arrive à New York, c'était est-ce qu'il va réussir à être créateur primaire. L'année dernière, il a réussi, et puis là cette année, tous les garde-fous ont sauté, et puis on y va. Et puis en playoff, c'était encore pire. Enfin, c'était encore plus, ce phénomène était encore plus exacerbé. Je dirais pas si c'est bien ou pas, mais on est totalement dans une hélocentrisation, c'était ce que je m'étais noté aussi. Avec le développement de son playmaking cette année, il a 31,5 d'assist percentage, 97e percentile, avec du déchet, mais c'est normal, ça vient avec. On en a parlé. L'aspect intéressant de Brunson qui le différencie d'autres, par exemple de Luka Doncic, c'est sa taille. Il est référencé à 6'2", donc c'est, je sais plus combien c'est en centimètres, c'est un 88. J'ai l'impression qu'il fait moins qu'un 88 quand même sur le terrain. Oui. C'est Ben Taylor qui le disait aussi. Il fait plus 6-1, on va dire, on est d'accord. Voilà, au minimum. Ouais. Mais l'aspect intéressant de sa taille, c'est forcément les angles de passe sont plus compliqués, les tirs sont plus compliqués aussi, c'est pas des très bons tirs qu'il prend. Mais bon, l'efficacité est là, donc on peut pas dire grand chose. Mais voilà, cette année c'était surtout le playmaking qui a continué à se développer. C'est aussi pour ça que la stat d'usage est plus grande, puisqu'il y a plus de passes décisives. Mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience hélocentrique qui va peut-être légèrement se muer l'année prochaine avec l'arrivée de Michael Bridges? Peut-être qu'on va être moins là-dedans. Je pense que il y a un peu des éléments, c'est-à-dire qu'il y avait le fait que lui continue à prendre en responsabilité. À quel point aussi est-ce que ça n'a pas été accentué par la blessure de Randle dont on a déjà parlé, mais qui fait que du coup voilà, on a des créateurs un peu sympathiques à côté, mais c'est pas non plus la folie quoi. Donc je pense que Randle, son absence a un peu participé à faire augmenter
son héliocentrisation, mais de base c'est quand même lui qui, à mon avis, est appelé et veut prendre plus de responsabilités. Mais ce que je m'étais noté aussi, c'est dans ce côté héliocentrique, pourquoi est-ce que j'avais comme stat le volume et tout cet aspect là, c'est que ce qui est assez bluffant avec lui, c'est que tu as l'impression que année après année, et comme tu l'as décrit, en fait il change de rôle à chaque fois, il passe les obstacles année après année, et à chaque fois il les passe, il les réussit quoi. C'est-à-dire que, comme tu dis, il commence joueur de banc à Dallas, et puis ensuite il devient joueur un peu plus majeur à Dallas, second créateur, et puis ensuite il devient star New York, mais star un peu classique, et puis là maintenant il devient star héliocentrique avec encore plus de responsabilités. Bref, ça fait 4 ans que son usage et son volume et ses responsabilités augmentent, et pourtant à chaque fois on a le même rendement, on a la même efficacité, ce qui en soi est donc atteste tout de même d'un certain niveau et d'une progression, parce que faire la même chose aussi bien sur pourtant à chaque fois plus de volume, c'est assez admirable quoi. Et là je pense que, comme dit, alors il y a eu l'aide de Hartenstein qui a contribué, il y a eu tout ce qui est connecteur, shooter autour de lui qui contribuent, hein, les charts, DiVincenzo qui fluidifie le jeu, etc. Mais clairement on a une prise de pouvoir en termes de, c'est un des joueurs les plus gros joueurs en termes de pick and roll de toute la NBA, là, un des plus gros drivers aussi. Voilà, on a vraiment un vrai joueur héliocentrique, alors que le mec il y a 4 ans on l'a pas vu venir quoi. Alors que tu sais, d'habitude les mecs héliocentriques, souvent on les voit venir de loin, c'est des stars, c'est des joueurs hyper talentueux qui s'installent très vite dans ce rôle-là, tu vois, même sans parler de Westbrook ou de Harden, mais Doncic et Trae Young, à la draft on pouvait se douter que ça pouvait tourner comme ça, d'ailleurs ils sont de la même draft, mais lui un mec qui il y a encore 2 ans était juste une deuxième option, là d'un coup il explose en tant que gros joueur de pick and roll à gros volume, et en plus qui est bon là-dessus, c'est assez étonnant. Et encore une fois, il y a 2 ans il était à 23% d'usage, 23 en 2022. Et là, il est à 34 quasiment cette année, avec pourtant la même efficacité. Donc ça, c'est assez admirable. Et je pense que l'autre élément, en plus du pick and roll, voilà, je pense qu'il n'y a pas de révolution dans son jeu, c'est juste que ce qui se faisait de bien, il le fait encore mieux. Et tu as parlé de sa taille, avec ce centre de gravité très bas, je pense que ça lui sert beaucoup dans tout ce qui est nuance de pick and roll et de drive en fait, hein. Le fait d'avoir un centre de gravité très bas comme Trae Young fait que sur les changements de direction et sur les nuances de dribble, il est d'autant plus tranchant parce qu'il part de plus bas comparé aux autres athlètes qui sont plus grands et dribblent plus haut. Donc ça c'est important. Et l'autre élément où il commence un peu à changer le jeu et pas juste à améliorer ses forces qu'il faisait déjà bien, mais l'autre élément qui change, c'est un peu le pull-up à 3 points. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est un truc où quand il débarque à Dallas, à New York pardon, on avait fait un podcast ensemble, je crois que tu avais écrit un article, on en parlait, on disait mais est-ce que vraiment le pull-up à 3 points peut arriver ou pas, est-ce qu'il y en a besoin ou pas. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que en effet, année après année, le pull-up à 3 points est en train d'arriver. Pas que le pull-up à mi-distance, mais l'an dernier il était à 3 pull-up à 3 points par match, qui était déjà une amélioration par rapport à Dallas, où il en prenait 1 par match je crois. Et là cette année, si la page est bien chargée, mais je crois qu'on était à plus de 4 cette année, si oui c'est ça, 4,3 par match cette année, donc le nombre de pull-up à 3 points continue à augmenter, alors que il y a 2 ans on se disait il a un petit pull-up à 2 points, il aura peut-être jamais la portée de tir à 3 points, ce sera peut-être un plafond. Là non, là on voit que même ça il est en train d'exploser ce plafond là et d'étendre la portée de son tir jusqu'à 3 points en fait. Ouais, et puis une explosion encore en playoff où il passe encore une étape dans l'héliocentrisation. Après je parle des playoffs aussi parce que c'est ça aussi la question qu'on se pose avec ces éléments héliocentriques, jusqu'où tu peux aller avec ça en fait. Parce que l'efficacité, mine de rien, on est à 60% de true shooting percentage, donc 75e pourcentage, c'est bien, c'est très bien même, mais c'est pas non plus élite. La question c'est jusqu'où tu peux aller avec ça en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre quand même avec ce type d'utilisation? Alors j'entends la critique, mais là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi c'est juste qu'il manque d'aide, en un sens. Mais tu vois, la critique on l'a fait d'habitude à des Doncic, à des Harden, à des Westbrook, à des John Wall, à des Trae Young. La critique elle vient du fait que ce sont des profils qui manquent de flexibilité. Or, avec Brunson, pour moi c'est pas tant que lui ne peut pas, c'est juste qu'actuellement il n'y a pas d'aide, il n'y a personne autour. Mais tu vois, si le jour on lui rajoute une autre star à côté ou un autre créateur majeur, je pense que lui a beaucoup plus cette flexibilité de profil et de pouvoir s'adapter et de jouer off-ball en fait. Donc oui. Je suis d'accord que il y a des limites un peu dans le de facto. Si tu te dis si t'as que lui, il est pas forcément non plus niveau Doncic dans cet héliocentrisme, mais s'il y a que lui, t'as une limite. Mais la limite elle vient pas du manque de flexibilité pour moi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, elle vient pas de son profil. Oui, c'est ça, voilà, c'est plus une limite de je manque de munitions quoi, je manque de force de frappe en fait.
Ouais, mais c'est pour ça que, c'est ce que je disais aussi avant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'ajout de Michael Bridges, qui lui, mine de rien, honnête, a eu cette expérience avec le ballon en main et la manipulation et du pick and roll. Hein. Est-ce qu'il revient avec ces automatismes-là, ou bien il reprend le rôle un peu qu'il avait à Phoenix, plus un spot-up shooter. Donc la grève va être intéressante et je pense que ça va aussi avoir un impact sur l'utilisation de Brunson. Et je m'étais noté, donc moi j'ai ma quatrième c'est la même, hein, un peu c'est ça, donc je l'ai dit c'est l'usage, mais j'avais d'autres stats un peu sur Brunson. 4 joueurs qui répondent aux critères suivants NBA, à peine 4. Plus de 1500 minutes, donc un temps de jeu assez important pour enlever certains temps de jeu un peu anecdotiques. Plus de 1,20 points par tir, donc un certain niveau d'efficacité, plus que ça, et moins de 9% de turnover. Eh bien il n'y a que 4 joueurs qui répondent à ces critères sur un gros volume. Ce sont Kyrie Irving, Kawhi Leonard, SGA et Jalen Brunson. Donc voilà, ça que j'aime aussi dans son profil, c'est que on a parlé de cette héliocentrisation, notamment avec beaucoup de pick and roll aussi. Ce qu'on remarque, c'est ça aussi la grande différence avec Harden, avec Doncic ou avec d'autres profils, c'est que certes, il est héliocentrique, tout tourne autour de lui et beaucoup, et en même temps, on voit qu'il y a très peu de déchets. Il est à moins de 9% de turnover percentage, là où d'habitude on est plutôt autour sur des gros volumes comme ça, hein, 12, 13, 14, des trucs assez moches, et ce qui est compréhensible, parce que plus tout tourne autour de toi, plus tu prends des risques de passe, et plus t'as le ballon, plus t'as de chances de le perdre aussi. Et lui, on n'a pas ça, quoi. Donc on n'a même pas ce compromis des pertes de balles. On a juste un joueur qui est efficace, qui perd peu le ballon, sur pourtant d'énormes responsabilités. Donc ça rajoute un peu au côté excellentissime saison de Brunson, qui à mon avis a quand même passé un cap cette année, quoi. Ouais, clairement.